Ça se discute avec nos chroniqueurs. Julio Tometti, bonsoir. Bonsoir Théodule et bonsoir téléspectateurs de télé. Très bien, merci. Delphin Gangana, bonsoir. Bonsoir Théodule, bonsoir à toutes et à tous. François-Xavier Nouon. Bonsoir. Bonsoir, oui, bonsoir. Et Victor Boko qui va nous rejoindre d'ici quelques petites minutes. Deux sujets au cœur de nos échanges ce soir. Nous allons nous intéresser à bien sûr à cette nouvelle sportive qui égaye les Béninois depuis le début de cet après-midi, bien évidemment. C'est bien sûr la victoire des Écureuils de l'autre côté de Dar es Salaam. 1-0, signé Steve Mounier. Delphin Gangana, je sais que vous êtes sportif pour avoir essayé dans les rues de Cotonou, d'Abomey, etc. Le football, aujourd'hui, quand on entend que cette nouvelle de l'autre côté de Dar es Salaam, ça réjouit, n'est-ce pas? Ouais, ça veut dire qu'on est suivi par les aînés parce que si monsieur vous a dit que j'ai fait ça, qui m'appelle. Vous avez vu au Dynamo de Boyka. C'est ça. Oui, pour faire sérieux, ouais. C'est une bonne nouvelle, ça fait chaud au cœur, ça fait plaisir. Quand votre équipe gagne, ça fait chaud au cœur. C'est vrai que dans la vie, il ne faut pas toujours gagner, il faut aussi perdre pour pouvoir s'organiser et gagner. Mais quand on va à une compétition, l'objectif c'est de gagner parce qu'on a un but à atteindre. Et je pense que tout doucement, on est en train d'évoluer. On espère que le match retour fera encore notre victoire. Et puis bon, on va se mettre dans une position, je crois, légèrement confortable pour se dire on est en train d'aller. Oui, Julio Tometti, oui, ça, vous avez été aussi tout heureux. Vous avez passé un bel après-midi. Oui, il faut dire que on n'était pas totalement sûrs. Mais l'équipe nationale des Écureuils nous rassure de jour en jour que c'est une équipe sur laquelle nous pouvons compter. Parce qu'au-delà des aspects financiers, d'accompagnement technique et autres, il n'y a que tout le Béninois dans leur aura doivent accompagner intentionnellement, spirituellement les Écureuils pour que l'objectif soit. L'autre chose à retenir, c'est que nous avons gagné ce soir, mais nous sommes premiers, d'accord, nous sommes sortis premiers de ces confrontations aller avec 7 points. Le deuxième avec la victoire de la RDC aussi ce soir est à 2 points de nous. Donc nous sommes leaders actuellement du groupe. Et l'autre chose, c'est que de ces 3 confrontations, il y a eu 1 à domicile et 2 à l'extérieur. Donc nous avons un peu l'avantage que lors des matchs retour, nous aurons 2 matchs ici sur nos stades et un match à l'extérieur. Donc, le Bénin, à l'heure actuelle, dans tout cas que fait, a besoin d'une victoire et d'un nul. Sinon, pourquoi pas 2 victoires et tout serait plié. Donc, on va rester en union de prière pour nos écureuils. La semaine prochaine, ce sera encore d'autres confrontations. Donc, qu'il plaise au Dieu du football pour que le Bénin puisse passer cette première phase et pourquoi pas passer cette deuxième phase pour nous retrouver au mondial. Nous pouvons y croire. N'est-ce pas? Oui. Vous y croyez aussi oui, évidemment. J'y crois. J'y crois, non, c'est des types des sortes de victoires que j'aime bien parce que ça se gagne souvent au mental et pour le moins c'est plutôt intéressant au-delà de l'aspect du match que j'ai pas regardé. Et je suis admiratif, je le disais tout à l'heure, de l'enroulé du pied droit de Steve Mounier, parce que s'il peut continuer par s'inscrire et sortir un peu de la surface de réparation, ce serait intéressant. Au-delà de son rôle de pivot, je pense que ce but, j'ai pas vu l'action, je vois que c'est une ouverture qu'il a bien exploité. Cet enroulé quand même était très bien inspiré. C'est un très beau but. Bon, j'espère qu'on va continuer sur cette lancée. Oui, les Écureuils qui renouent depuis quelques temps avec des victoires à l'extérieur, c'est ça qui est important. Oui, je sens un peu plus de sérénité dans l'équipe. Je ne sais pas à quoi c'est dû, mais parce que on est passé à côté après, on a connu une grande désillusion pour n'avoir pas pu nous qualifier pour la Coupe d'Afrique. Je ne sais pas comment l'équipe mentalement s'est reconstruite, mais 2 victoires à l'extérieur, c'est quand même intéressant. Très bien. Et c'est une équipe qui se construit tout lentement, mais sûrement, Delphin.
Oui, quand on a, comme on a dit, quand on a un objectif à donner, on met les moyens, on s'organise pour y arriver et on devient un homme complet grâce à ces expériences. Si le Bénin essaye quand même de gagner à l'extérieur, c'est parce que il y avait eu des difficultés et on a commencé peut-être par les corriger, parce que vous savez, le coaching est à la base de beaucoup de choses. Parce que si vous avez un bon mental sur le terrain, il y aura des choses qui ne vous seront pas difficiles. Mais si vous n'êtes pas bien préparé, que vous allez passer à côté. Donc c'est sûr que les autorités à divers niveaux, c'est-à-dire à divers niveaux, donc ont compris l'enjeu et ont commencé par accentuer sur les aspects négatifs, histoire de les corriger pour les rendre positifs. Donc je pense que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, le Bénin essaye quand même de faire son petit bonhomme de chemin. Oui, certains estiment que, en tout cas, côté financier, ils sont tranquilles. On n'a pas de problème parce que l'État s'y engage, il met les moyens qu'il faut. Et donc, le reste revient d'ailleurs à l'équipe technique et aux joueurs. Julio. Vous voulez qu'on parle des questions financières? Si on parle des questions financières, on va ressasser un passé douloureux, parce que en fait ce n'était pas les finances qui manquaient autour de l'équipe, mais c'est l'organisation, la gestion qu'on faisait de ces finances qui posait problème. Donc vous voyez, aujourd'hui il y a un vent général au sein du pays, il y a une nouvelle forme de gestion. Il y a aujourd'hui, le Béninois est un peu plus enclin au respect du bien public. Nous l'avions dit ici en rappelant l'une des dispositions de notre constitution, que tout citoyen appelé à une fonction publique a le devoir de l'exercer avec conscience, et compétence, probité et loyauté dans le respect du bien commun. Et donc nous pouvons dire que c'est fort de cela, avec la nouvelle tendance, avec la lutte contre la corruption et tout ça, nous pouvons dire que nous avons aujourd'hui, puisque jusque-là, on n'a pas eu d'effet contraire. Donc nous avons une saine gestion, d'accord, des questions financières autour de l'équipe nationale. Et donc on peut déjà se réjouir et encourager, d'accord, le gouvernement dans cette vision générale d'assainir les finances publiques. Très bien. Merci. Non, juste ajouter qu'on n'est pas si à l'abri que ça. On n'a que 2 points de différence à la RDC. Donc quand même on gagne nos 2 matchs à domicile. Si on négocie mal le dernier match. Je ne sais pas si c'est le dernier match, le match contre la RDC. Il peut nous passer devant. Donc je pense qu'on aura encore un exploit à faire à l'extérieur. Mais déjà, prenons match après match. Je pense que c'est la chose la plus simple à faire pour le moment. Très bien. Merci et nous souhaitons beaucoup de courage aux écureuils qui vont, selon nos informations, prendre le vol dans quelques minutes pour Cotonou. Alors nous revenons pour parler donc des 364 milliards de francs CFA qui sont votés. C'est la cagnotte signée par le gouvernement pour freiner et disons lutter contre l'inondation dans la ville de Cotonou. Cette importante somme bien sûr viendra limiter tout ce qu'on vit aujourd'hui. Et quand on l'entend, Julio Tometti, 364 milliards, le Cotonouais se dit et ouf, ça dit que nous allons finir avec l'inondation complètement dans nos localités. C'est quand même colossal. Oui, c'est colossal, mais avant d'aborder la question, j'aime souvent repartir d'où nous venons. Quand vous parlez de lutte contre l'inondation, 365 milliards, je me rappelle de ces nombreux projets qu'on a chantés à tue-tête par ici. Je me rappelle par exemple des 3 CI Cotonou en campagne contre l'inondation initiée par la mairie de Cotonou, je pense. Donc, au bout de 3 ou 4 ans, nous n'avons plus rien ressenti, nous n'avons plus vu les effets. Et je suis tenté de me demander, ce projet qui a été mis en œuvre en ce moment-là, combien ça nous aurait englouti, en fait, en termes de finances. Et donc, peut-être c'est aussi l'occasion de se poser des questions sur la gestion que cela a été en fait au sein de cette municipalité par rapport à ce projet, parce que il faut dire là aussi c'était des milliards qui étaient passés. Revenons à la question fondamentale de l'inondation, au-delà des questions d'argent, je pense qu'il y a un certain nombre puisque la lutte contre l'inondation n'est pas qu'un problème financier. C'est d'abord un problème d'urbanisation. Je ne suis pas géographe, mais de ce qu'on peut constater, nous avons notre plan d'urbanisation qui peut-être est très mal parti. Nous avons aussi,
des modes de construction, en fait, comme on le dit, des exutoires d'eau qui sont bloqués. Vous savez, un truc là, on dit souvent que il faut construire beaucoup plus des ponts, d'accord, que des murs. Quand vous construisez des murs pour l'eau cherchera toujours de chemin. Vous ne pouvez jamais arriver à bout de l'eau en lui construisant des barrages. Non, il faut construire des ponts. Il faut pouvoir laisser l'eau circuler. Et c'est en cela que toutes les initiatives tendant à libérer, si je peux dire, les exutoires d'eau, ce serait la bienvenue. Parce que ça ne peut pas être seulement que la question financière. Maintenant, sur la question financière, 365 milliards, vraiment, c'est une très grosse cagnotte et je pense que sur la mise en œuvre, nous ne savons pas comment ça va se faire. La mise en œuvre nous permettra forcément, je pense bien, nous tirer d'affaire. Et j'ai entendu parler que avec le projet d'Alphatage, par exemple, quand je prends certaines localités, le projet d'Alphatage a mis certaines localités par rapport peut-être au plan de construction, peut-être en plus en difficulté qu'il ne l'était, parce qu'à cause du niveau d'accord de ces voies-là. Il y a dans ces 360 milliards une sorte d'accompagnement, pas financier, à permettre à ceux-là de travailler à compenser peut-être leur niveau de construction pour quand même pour tous les Béninois à Cotonou puissent se sortir un peu des affres de l'inondation. Attendons voir la mise en œuvre pour voir véritablement l'image que cela nous donnerait. Mais c'est déjà à saluer, c'est déjà loué. Ça prouve encore une fois de plus que le gouvernement, quand bien même on ne fait pas beaucoup de tapage, a à cœur les différentes préoccupations, quel que soit le secteur. Et nous voyons germer un à un que, rien presque n'est plus oublié dans le pays et tout s'inscrit dans un agenda. Et donc, attendons le déroulement de l'agenda et je pense que ça soit au bonheur de tous les Béninois. Oui, très bien. Oui, 364 milliards, c'est beaucoup de collecteurs, de grands collecteurs à construire, d'autres à modifier, d'autres à supprimer, et puis des canalisations, des voies pavées. C'est quand même important. Il y a aussi des exutoires à dégager forcément. Nous ne sommes pas des techniciens, encore moins chose de la ville. C'est quand même ce que nous sommes des citoyens et nous observons ce qui se passe autour de nous, Gangana. Et il y a, oui, tout ça là à reconstruire et les Cotonois doivent savoir que oui, c'est du travail qui doit commencer. Oui, nous ne sommes pas des techniciens, mais on a plus qu'un technicien sur le plateau parce qu'il a tout dit. Franchement, il a tout dit parce que c'est ce que nous vivons à la date d'aujourd'hui. C'est ce que même les autorités, les vrais techniciens de la chose, c'est ce qu'ils vont dire. C'est la même chose. Parce que si vous empêchez l'eau de circuler, ça va se stagner quelque part. Mais quand vous construisez sur la voie de l'eau, l'eau va passer par où? Ça veut dire que quoi? Que l'urbanisation avait déjà été mal entamée. C'est-à-dire il y avait déjà... On n'avait pas un plan réfléchi, on n'avait pas projeté ce que Cotonou peut être dans tel nombre d'années. Donc du coup, Cotonou qui ne devrait peut-être pas garder beaucoup de monde, tout d'un coup, Cotonou est devenu... donc tout le monde cherche à rester à Cotonou. Ça veut dire que quoi? Que tôt ou tard, on sera obligé de délocaliser ou bien d'enlever certaines personnes de Cotonou, histoire de les envoyer vers la zone dortoir qui est Calavi ou Aglo. Là, c'est tout d'être enlevé de Cotonou. Moi, je suis même pas à Cotonou, je suis à Calavi. Je suis à Calavi. Donc, non, franchement, il faut quand même qu'on désengorge un tout petit peu Cotonou, histoire de... Parce que si nous continuons à construire dans Cotonou, c'est que nous empêchons toujours, nous prenons toujours la place de l'eau. Mais donc, il faut chercher quand même exactement une place à l'eau. Mais si on n'amène pas les gens à quitter et aller s'installer dans des zones où il faut permettre à Cotonou de respirer, on aura les 300 et quelques milliards, mais il y aura toujours l'eau à Cotonou. Donc il faut que les gens acceptent quitter Cotonou. Tout le monde ne peut pas vivre à Cotonou. Il y a des gens qui sont à Glo qui viennent au boulot à Cotonou. Il y a des gens qui sont à la Dame et qui viennent au boulot à Cotonou. Ça dépend de l'organisation. Et il est vrai que la voie à Kassato je ne sais quoi, Kassato, Alada n'est pas encore chose réelle, mais si c'était qu'on faisait vraiment les double voies qui étaient prévues, c'est que les gens pouvaient quitter Alada facilement et venir en 30 minutes, vous êtes déjà à Cotonou. Donc on peut aller dans et non seulement ça fait bon vivre de l'autre côté. Il y a de l'air pur, de l'air sain, donc vous y allez donc désormais ceux qui vont vivre à Cotonou, c'est ça? Non, on est en train de dire de désengorger, de libérer un tout petit peu Cotonou, histoire
de pouvoir mieux vivre. C'est ça. Ok. François Xavier Noumon, oui. Oui, c'est je pense que fondamentalement, le plus important après l'échec des différents programmes qui ont précédé ce programme-ci, c'est déjà d'essayer de rattraper un peu l'urbanisation sauvage qu'il y a eu dans certains coins de Cotonou. Parce que quand vous regardez le projet de façon concrète, c'est la construction de collecteurs, de bassins de rétention, ainsi de suite, pour permettre quand même de faire évacuer l'eau et pour qu'on n'assiste pas à ce qu'on a l'habitude d'assister à Cotonou. C'est un projet colossal. Encore faut-il faire respecter le plan d'urbanisation. Donc ce projet ne pourra pas se faire sans de la casse, parce que étant donné qu'on a pris des libertés avec le plan d'urbanisation, il y a des pans entiers de la ville qui sont construits sur des bassins de rétention. Et donc, vous voyez que malgré les collecteurs qu'il y a dans la ville de Cotonou, la plupart du temps, ça se voit visiblement que le drainage de l'eau n'est pas efficace, parce que vous pouvez voir, vous le voyez physiquement, quand vous n'êtes pas technicien du domaine, vous voyez que l'eau stagne, et puis finalement déjà il y a les collecteurs qui sont embourbés de détritus, qui sont devenus des décharges à ciel ouvert, et parfois il y a les plans de lotissement sauvage qui font que le plan d'urbanisation n'est souvent pas respecté. Des maisons se construisent sur des collecteurs. Dans Cotonou, il y a des pans à Glas, un peu partout. Il y a des pans de Cotonou où, un cas particulier, des maisons sont construites. On a permis aux gens de s'installer sur des collecteurs, et donc, du coup, l'évacuation de l'eau ne s'est plus faite. Donc, je pense que ce plan d'assainissement pluvial va permettre de lever ces goulots d'étranglement, parce que vous avez beaucoup... Ça sera facile? Ça ne sera pas facile. Il faudra dégager ces exutoires. Écoutez, je pense que ça ne devrait... Il y en a à Cotonou, à Glas, oui, ça ne devrait plus... De toute façon, ça se fera. Si on s'en tient à la méthode dont nous sommes tous témoins, il n'y aura pas d'hésitation à la matière. Je pense que s'il faut casser, on cassera, simplement parce que ce sera la collectivité qui en profitera, parce qu'on parle d'1 million de personnes qui seront impactées directement par ces travaux. Donc évidemment, s'il y a besoin de casser, selon le plan d'urbanisation qui existe, parce qu'on ne peut pas réinventer la roue. S'il ne s'agit pas de reconstruire des collecteurs, de reconfigurer Cotonou, non. C'est de rendre efficace ce qui existe déjà, de colmater là où il faut le faire, et de dégager les voies de drainage pour que l'eau puisse, parce que je pense que le bassin final, c'est souvent la lagune ou la mer, pour que tout cela puisse être rendu efficace. Donc évidemment, il y aura des casses, évidemment, et ce ne sera que justice. Donc les populations, peut-être, on va dire, ne pourront s'en prendre qu'à elles-mêmes, parce que nul n'est censé ignorer la loi. Il y a dans le plan d'urbanisation des zones qui étaient prévues pour abriter ces collecteurs-là. Alors, évidemment, il y aura des malheureux dans l'histoire, mais ce sera pour le bien de la collectivité. Très bien. Oui, voilà Victor Bokor qui nous a rejoint finalement. Victor Bokor, merci d'être là. Merci Théodule. Bientôt, en tout cas, je ne dirais pas qu'à la vie, à Glas et autres Cotonou seront, ces différentes localités ne seront plus sous l'eau. 364 milliards. Est-ce que déjà on imagine la densité, l'immensité du travail qui sera fait d'ici quelques temps, je dirais, peut-être d'ici la saison prochaine, on parlera moins d'inondations à Cotonou? Donc, on attendra réellement la fin des travaux pour apprécier l'impact exact d'un tel projet sur la réduction de l'inondation dans la ville de Cotonou. Mais il y a déjà une certitude, c'est que des dispositions ont été prises. Il y a au préalable un travail qui a été fait pour identifier justement dans la zone ouest de Cotonou, notamment la zone Agla, Ménontin et autres, pour voir un peu quels sont les bassins qui devaient être revus, retouchés, pour nous permettre de sortir justement de problème d'inondation. Il y a juste une petite précision à faire. Ce n'est pas que
les anciens programmes qui existent ont échoué. On sait que ce programme qui vient également renforcer les existants parce qu'il n'y a pas que ce financement de... Oui, il y a des anciens programmes qui existent, qui sont toujours en cours, qui ne sont pas encore terminés et celui-ci vient renforcer justement le dispositif qui existe en la matière. On voit difficilement l'effet des progrès de ces programmes en cours. Hein. Mais écoutez, vous avez vu Cotonou en campagne contre l'inondation, vous avez vu des collecteurs ici qu'on construit dans ce pays qui sont en train encore d'être renforcés. En fait, ce programme vient. Il y a une zone qui est bien ciblée. Par des bas-fonds au lieu de... Oui. Pas les absorber. il y a une... Ces barres de fer qu'on voit, on voit dans l'eau à Agla. Et on n'arrive pas à faire la distinction entre la voie et... Non, en fait, quand on voit où le projet est situé, c'est dit en fait que ce n'est pas tout Cotonou qui est pris en compte. C'est une zone qui est bien définie, la zone d'Agla, de Ménotin. C'est dit que pour les autres endroits, notamment à Kpakpa, il y a un effort qui est fait pour le drainage des eaux. Mais par contre, la zone ciblée, il y a encore un gros effort. Vous l'avez dit tantôt sur le plateau quand je suivais, la zone d'Agla, c'est une zone difficile, surtout en période d'inondation. Il faut saluer le projet asphaltage qui a eu un impact certain sur la zone d'Agla parce que l'asphaltage est venu révolutionner un peu le cadre, a facilité la mobilité des acteurs, mais il se fait qu'il reste encore à faire ce programme-là vient corriger un tant soit peu ces manquements. De toute façon, on s'en réjouira. On saluera le travail, puisque à côté de ce qui sera fait, inondation à freiner, il y a aussi que, oui, la population doit s'y mettre, faire le sacrifice qu'il faut. Oui, déjà, même ce qui change avec le projet asphaltage, c'est la collecte des ordures, par exemple. La collecte des ordures avec les points de collecte qui sont installés un peu partout. Déjà, normalement, si les populations y mettent des leurs, on ne devrait plus assister à ce qu'on a l'habitude au spectacle désolant, voir les collecteurs remplis de détritus. Déjà en temps normal aussi, on ne devrait pas avoir des collecteurs de cette taille-là ouverts au vent comme on a l'habitude de voir dans Cotonou. Ça pourrait être même des pistes cyclables, je ne sais pas, on peut aménager ça autrement parce que ça présente d'autres dangers, les collecteurs à ciel ouvert. Donc déjà, je pense que ça fera si le projet de ramassage des ordures des ménagers est efficace, ça va faire des goulots d'étranglement en moins. Maintenant, combiné à l'aménagement de ces espaces et à la construction de nouveaux collecteurs, je pense quand même que une partie de Cotonou, en tout cas ces zones sensibles-là, retrouveront un meilleur visage. Parce que comme je le dis, si vous regardez dans beaucoup de quartiers, même à Figueroa, le niveau des voies fait que des maisons se sont retrouvées tout de suite dans le trou, donc il faut forcément remblayer, sinon ça devient un continuum direct pour l'eau de pluie, des zones de stagnation. Donc peut-être que des dispositifs d'accompagnement vont permettre de résorber un peu tout cela. Je voulais juste faire remarquer que peut-être qu'il y a une erreur qui s'est glissée dans notre thème. En fait, il ne s'agit pas de 364 milliards, mais plutôt de 264 milliards pour cet accompagnement de la Banque mondiale. Oui, Delphine Gangana? Oui, on dit c'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle, mais si l'ancienne corde est mal tissée, donc il faut la casser et reconstruire. Et vous allez constater que c'est ce que nos autorités actuelles font, parce que quand le projet, même existant, n'est pas bénéfique, c'est qu'il faut laisser et refaire un autre. Parce que c'est vrai, il y a effectivement une zone que tout le monde, c'est sûr, a constaté. Ça, c'est Désir. Quand on passe derrière Désir pour aller à Agla, il y avait vraiment un collecteur là où des fois, si vous ne savez pas faire, vous allez vous enfoncer totalement. Vous ne savez même pas qu'on avait construit quelque chose à ce niveau. C'est simplement parce que on n'a pas est-ce que c'est qu'on a sous-évalué, ou peut-être les données que ceux qui ont fait ce travail en son temps ne leur permettaient pas de voir au-delà de ce qu'ils devraient voir. Mais je pense qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation où on pense un peu plus loin. Et comme vous l'avez dit, les 200 et quelques milliards ne vont pas rester sans impact visible. Donc c'est sûr, on sera là, on va apprécier. Mais une chose est sûre, il faut que la population accompagne. Parce que sans l'accompagnement de la population, vous allez beau faire les travaux, mais ça ne donnera pas le résultat. Parce que si les gens continuent toujours de déverser des tas d'ordures dans les caniveaux, si les gens continuent toujours de construire sur le passage de l'eau,
c'est sûr que ça va créer toujours l'inondation à Cotonou. Donc il faut aussi la discipline et l'accompagnement de la population. Très bien. Julio Tometi, nous revenons sur la question du dégagement des exutoires qui se pose avec acuité. C'est vrai, ce qui va se faire se fera, quoi qu'on dise. Est-ce qu'à certains endroits, il peut y avoir des négociations, des arrangements pour peut-être contourner, pour sauver ce qui peut être sauvé? C'est souvent, comment dire, cette forme de démarche-là qui nous a conduit là où nous en sommes actuellement. Cette forme de, comment dire, de faiblesse de l'État vis-à-vis des individus qui nous a mis là où on est. Je me rappelle de ce cas-là, précisément à Gla, la rue qui mène à l'ancienne brigade devenue brigade des mœurs, toute là. Il y a un mur là, et c'est là que l'eau passait. On a à un moment donné, sur près de 40 ou 50 mètres, on a fait une clôture, on a bloqué. Les populations ont crié en ce moment, il y a d'autres qui sont même allés, sont cassés un pan du mur pour que l'eau passe, mais finalement, ça a été encore mis. Or, derrière, il n'y a rien qui a été construit. L'individu, l'intéressé, celui qui est le prétendu propriétaire, a juste mis ça pour préserver lui, peut-être ce qu'il appelle son domaine. Or, aujourd'hui, il est clair que ce mur-là a créé tellement d'inondations à cette voie que même les initiatives que la mairie a eues entre-temps en faisant remblayer, en remontant les pavés à ce niveau-là, n'ont pu rien donner complètement. Donc, il ne devait plus avoir cette sorte de concession. Et la démarche du gouvernement actuel montre clairement que nous ne pouvons plus faire de concessions. Même si c'est pour vous, quel que soit ce que vous avez comme titre, l'individu n'est pas plus fort que l'État. Si le besoin y est et que c'est là qu'on doit faire une collecte, ou bien c'est là un résultat d'eau, c'est votre propriété, on peut même procéder à l'expropriation pour cause d'utilité publique. Donc, tous les mécanismes existent, d'accord, pour permettre, non pas pour les des individus, d'accord, mais selon les mécanismes prévus par nos tests, les désintéressés pour que la collectivité se sente mieux. Donc, je dis simplement, je ne pense pas, avec la marche de l'actuel, comment dire, de ceux que nous gouvernent, qu'il y aura ces genres de concessions à faire, puisque le faisant, c'est une manière de plomber soi-même en fait l'initiative, parce qu'au-delà de tout, ce que le Béninois va évaluer, est-ce que l'initiative ou bien ce financement-là, est-ce que à la fin du compte, est-ce que le problème d'inondation a été résorbé? Donc c'est à cela qu'on va évaluer, non pas même sur les questions financières, non pas sur comment ça a été fait, mais est-ce que finalement ça a été fait. L'autre chose que je voudrais préciser, je disais, comme je l'ai dit une fois ici, dans tout ça là, c'est le gouvernement a toujours devrait penser que, comment dire, quand on casse les gens sont victimes, mais finalement c'est le gouvernement qui est victime. Parce que à chaque fois qu'on doit prendre une initiative, à chaque fois qu'on doit faire quelque chose, on est obligé de casser. C'est comme si tout est à refaire. Donc moi je dis finalement, c'est le gouvernement qui est victime parce qu'il est obligé de casser et on est obligé de le pointer du doigt. Voilà celui-ci qui est venu, ceux-là qui sont venus pour nous mettre à mal. Toujours là, c'est les cas, c'est casse. C'est parce que nous étions partis sur de mauvaises bases. Et aujourd'hui, pour reconstruire, il faudra forcément casser lorsque la nécessité est de casser. Donc, des fois, comprenons, beaucoup vont sentir les revers. Moi, je ne suis pas à Cotonou, beaucoup vont sentir les revers. Beaucoup vont sentir les revers, mais ça sera toujours pour la collectivité. Et je pense que les mesures de compensation ne manqueront pas aussi. Oui, mesures de compensation, je crois que difficile les cas. Mesures de compensation, et là aussi, dans ce projet, on parlera de l'aspect social. Social du projet. Ouais. Et évidemment, quand on sait le nombre d'acteurs qui sont impactés par ce projet, il y a forcément que l'État prendra des dispositions pour amoindrir justement les douleurs des acteurs. Mais moi, je voulais en revenir même au projet. En fait, ce qui me réjouit, c'est la création justement d'un ministère de cadre de vie. C'est dire en fait comment est-ce que le gouvernement a compris la nécessité justement de dédier tout un ministère au cadre de vie, à l'amélioration du cadre de vie, parce que par le passé, ça n'existait pas. Si nous sommes arrivés à instituer, à mettre en place un ministère, c'est parce que en faisant
les analyses nécessaires, nous nous sommes rendus compte que notre environnement avait besoin forcément l'environnement avait besoin forcément d'être un peu plus mis en avant, et que dans le programme d'action du gouvernement, on a identifié l'environnement comme un bien nécessaire pour le bien-être justement des Béninois. C'est ce qui a justifié le cadre de vie. Et quand vous voyez l'ensemble des travaux qui sont faits, prenons simplement le cas de Cotonou. Écoutez, on en voudra peut-être au gouvernement de casser, mais prenez du recul, vous verrez que Cotonou s'embellit. Cotonou prend un autre aspect. Notre cadre de vie s'assainit, devient beaucoup plus sain. Et les uns et les autres sont plus ou moins contents de vivre dans un cadre qui leur ressemble un peu plus. Écoutez, prenez les différentes rues qui ont été transformées. Mais c'est parce qu'il a fallu casser. Il a fallu revoir le plan d'aménagement. Pour les différents collecteurs, je suis persuadé, moi, que quand ce sera fait, il y a beaucoup de zones qui vont sortir des inondations. Parce que non seulement l'inondation nous empêche de circuler, c'est des maladies qui suivent parce que c'est l'eau stagnante qui reste là, c'est des moustiques qui poussent et tout ça. Mais quand on voit le projet tel qu'il est conduit, l'impact il est certain sur l'environnement, sur le cadre de vie. Il y a l'aménagement des zones vertes, si je me trompe, des espaces verts qui sont prévus. C'est dit que cela va révolutionner justement notre environnement. Il faut souhaiter simplement que les populations accompagnent véritablement l'initiative, mais que les acteurs impliqués jouent clairement leur partition. Oui, François David, moi, quelque chose. Sinon, de toute façon, les Cotonois seront heureux de voir l'inondation, en tout cas, reculer. Oui, on va peut-être finir de patauger parce que dans l'eau. Déjà, avec le projet asphaltage, il y a certaines localités qui sont déjà impactées, qui sont à l'abri de ces inondations. Oui, je pense que c'est un tout. C'est un tout. L'assainissement de la ville, c'est un tout. Ça part de la construction des voies, l'aménagement des espaces communautaires, ce qu'on appelle espaces verts. C'est des espaces verts. Les abris, ce n'est pas seulement pour embellir, mais c'est pour permettre aux gens quand même une sorte forme de mixité sociale pour ne pas compartimenter la ville entre les bourgeois, les quartiers UP, ainsi de suite. Ça permet quand même une forme de mixité sociale. Maintenant, endiguer un peu ce phénomène de l'inondation, c'est réparer un peu ce qui a été affreusement exploité au revers, à défaut de la loi, et encourager par si on devrait... comme Tometi le disait, c'est vrai que l'État à chaque fois paraît victime, mais si on devrait situer les responsabilités, je pense qu'il y a beaucoup de cadres et de hautes personnalités qui se retrouveraient dans de sales draps, parce que l'installation de beaucoup de centaines de milliers de Béninois dans ces zones-là ne se sont pas faits sans l'assentiment des autorités compétentes. Parfois, un peu comme ce que vous parliez de contournement, on a tellement contourné que on est allé dans l'absurde. C'est toujours trouver dans les plans de lotissement comment faire pour que certains puissent s'installer quand même, quitte à bloquer les voies d'assainissement, les voies de transit de l'eau. Donc aujourd'hui, peut-être que ce projet va permettre de remettre tout ça à flot, et en tout cas pour qu'on revienne dans une certaine normalité. En réalité, si vous regardez bien tout ce qu'on fait depuis 2016, c'est entre griffes. Ça va peut-être faire tiquer les gens, mais grosso modo, ce n'est qu'un retour à la normalité dans beaucoup de domaines. C'est un retour à la normalité dans ce que devrait être un État. Et voilà, ça paraît lunaire pour certains, mais bon, je pense que petit à petit, ça commence pas à devenir évident pour le grand nombre. Très bien. Je pense que en plus de ce que la ville va s'embellir ou autre chose, mais il faut ajouter que la capacité de résorber le taux de chômage, c'est la capacité de créer de construction, c'est-à-dire de créer d'emplois aux jeunes, parce que ces travaux, ce ne seront pas seulement les machines qui seront appelées à travailler, ce sont les êtres humains qui vont travailler, et même si c'est un emploi temporaire ou précaire, quand même, c'est quand même un emploi, parce que ça va quand même permettre à certaines personnes de disposer d'un peu de moyens, de sortir de difficultés, parce qu'un individu qui arrive à sortir d'une situation inconfortable dans une famille, c'est que d'autres personnes peuvent en bénéficier, parce que ce sont des jeunes qui
qui vont travailler sur ces chantiers. Et ce serait hautement social pour la population. Merci à vous. Et nous allons aborder le second sujet, parler donc de cette proposition émise par le président ghanéen Nana Akufo-Addo, qui, dans l'une de ses déclarations, aurait souhaité que la CEDEAO se penche sur cette question du troisième mandat. C'est-à-dire, il souhaiterait qu'on n'en parle pas du tout, troisième mandat, dans l'espace CEDEAO. Il ne veut pas qu'on en parle parce que on constate que ça crée déjà des situations dans l'espace CEDEAO au regard de tout ce que nous avons suivi ces dernières années. Victor Bokor, certainement que vous avez eu aussi l'information. La tâche lui serait facile? Parce qu'il a dit, non pas en tant que président en exercice de la CEDEAO, mais en tant que président d'un pays de l'espace CEDEAO. Tout de suite, il y a une chose à préciser, c'est que c'est un souhait, c'est un vœu. Vous savez, dans une politique d'intégration comme celle de l'espace CEDEAO, chacun vient avec sa souveraineté. C'est vrai que pour le collectif, il y a nécessité de sacrifier un tant soit peu de sa souveraineté, mais on ne renonce pas à sa souveraineté. Comme pour dire que dans l'espace CEDEAO, chaque État est souverain. Yes. Les questions de troisième mandat sont conflictuelles, sont chrysogènes, c'est vrai. Mais ce n'est pas... écoutez, je vais peut-être choquer beaucoup de personnes. Non, libre cours à chaque État de s'organiser. Si des acteurs peuvent faire 10 années, peuvent faire 15 années, peuvent faire 20 ans, cela revient à voir si leur système politique, si leur constitution l'autorise. Autrement dit, il va falloir recourir aux constitutions de chaque État, à la dynamique interne de chaque État, pour aborder ces genres de questions-là, plutôt que de l'aborder dans un ensemble qui est la CEDEAO. Il se peut qu'un dirigeant qui, après 2 mandats, soit encore sollicité par le peuple de bonne foi. De bonne foi. Malheureusement, ce que nous constatons, c'est que c'est le dirigeant qui s'impose, qui estime qu'après 2 mandats ou 2 mandats finissants, estime qu'il reste encore à faire, se redécouvre des capacités de gestion et qui fait tout pour tripatouiller les tests pour rester. Or, il peut arriver qu'un dirigeant, parce qu'il a eu à gérer, parce qu'il y a une gestion probante, efficace, que des acteurs en viennent à dire, écoutez, il faut permettre à ce dernier de rester. Dans ce cas d'espèce, qu'est-ce qu'on fait? On le chasse. Parce que les tests disent non, il faut s'en arrêter là, parce que la CEDEAO aurait décrété que 3 mandats, c'est fini. Non, moi je pense qu'il faut retourner à la constitution de chaque État, comme pour dire, laissons cette liberté, laissons ce champ d'action à chaque État souverain de décider de la vie de sa souveraineté. Delphin Gangara. Je surprends beaucoup de personnes. Je ne sais pas pourquoi c'est directement sur moi. Il y a exactement une semaine, j'abordais le sujet ici. Je disais il faut qu'on limite désormais les mandats dans la zone CEDEAO. Parce que quoi, quand ça commence dans un pays, ne pensez pas que c'est seulement dans ce seul pays que ça fait de malheur ou de difficultés, ça réagit sur tous les autres pays. Et en fond, on dit, c'est tour à tour que le jeu est bon. En fond, on dit, vous n'êtes pas les seuls meilleurs du monde et que ce n'est pas seulement vos parents qui savent faire. C'est très beau comme citation. Ce n'est pas seulement vos parents qui savent faire les meilleurs enfants du monde. Donc, quand vous faites un temps, il faut aussi permettre aux autres personnes de faire un temps. Vous allez voir que tout est organisé, tout est... je ne sais pas comment je vais le dire. Il y a la nuit, il y a le jour. Il y a un moment pour travailler, il y a un moment pour se reposer. C'est pour ça, quand vous entrez dans une fonction, à moins que vous soyez dans le monde libéral, pour ne pas avoir de retraite, mais dans une fonction étatique, c'est que vous avez un temps pour être au service de l'État et après vous irez vous reposer et laisser d'autres personnes venir. Vous n'êtes pas... Non, ne pensez pas que c'est vous seul qui avez la capacité de... Non, vous pouvez être hors pouvoir et contribuer au développement de votre pays. Vous pouvez ne pas être au pouvoir, mais accompagner le développement de votre pays. Vous pouvez ne pas être au pouvoir, mais orienter
le développement de votre pays. Donc cela ne sert à rien de dire oui, il est bon, donc ce n'est que lui qui peut le faire. Non, et puis cessons de penser que nous allons continuer toujours à accompagner cette volonté, parce qu'on dit le peuple, mais nous savons que la plupart du temps, le peuple, on utilise le peuple à tort, parce qu'il y a certains qui utilisent le peuple dans un autre sens et d'autres personnes utilisent pour leur compte dans un autre sens. Donc, peuple, non, laissons le peuple tranquille. Quand on veut faire de n'importe quoi, on dit le peuple a décidé. Quand les autres veulent, parce que l'opposition parle de peuple, la mouvance parle de peuple, donc tout le monde parle du peuple. Ouais. Il faut qu'on limite les choses, histoire de permettre le vivre ensemble. Je l'avais dit ici l'autre fois, qu'il y a une disposition de la CEDEAO qui exige à ce qu'on ne revise pas les lois électorales 6 mois avant les élections. Le protocole additionnel. Un protocole additionnel. Mais on n'avait pas contesté ça, on n'était pas contre, tout le monde le fait. Bon, alors, si on est d'accord qu'en étant ensemble, on peut décider pour le vivre ensemble, donc si la CEDEAO parvient à trouver qu'il faut limiter les mandats. Encore que le protocole additionnel ne ferme pas dans les 6 mois. Si le consensus est trouvé au sein de la classe politique, vous pouvez y aller vers les retouches des tests. Oui, mais c'est justement pour éviter. Je pense que la proposition du président ghanéen ne serait, il va pas dire qu'il faut que, c'est-à-dire dans tous les pays, que ce soit obligatoirement 2 mandats. Non, ailleurs ça peut être un seul mandat, ça peut être 2 mandats. Mais là où c'est dit que c'est 3 mandats, il faut qu'on limite tous les mandats à 3 mandats. Non, ça peut être 3 ou 4. D'accord. Donc on se 3 ou 4. Mais écoutez. Il y a des gens qui sont nés et qu'on a enterrés et ils connaissent un seul président jusqu'à l'au-delà. Bon. Oui, c'est le père fondateur. Le père fondateur, non, mais non, c'est que à un moment donné, vous n'avez rien à donner. Vous n'avez plus rien à donner parce que vous finissez. On finit. On finit. Donc, d'accord. Vous serez fatigué et vous serez seulement là. Vous allez voir, il y a des présidents qui finalement sont partis. On a dit, ce n'est pas eux qui ont voulu, mais c'est les soldats qui sont à côté, c'est-à-dire ceux qui profitent. Il y a des présidents qui ne décident plus, qui ne font plus rien. Eux, ils sont seulement là. Je souhaitais qu'on fasse une petite nuance. Oui. Nous ne faisons pas l'apologie des 3e, des 4e, des 5e mandats, ou encore de l'éternité de certains acteurs au pouvoir. Ce que nous disons, c'est un souhait formulé par le président ghanéen. Il faut accompagner. C'est un souhait qui est formulé, mais je dis, il faut permettre à l'ordre interne au niveau de chaque État de réguler ce mécanisme-là. Pour moi, c'est important plutôt que de l'instituer dans l'ensemble que constitue la CEDEAO. Pourquoi? Parce que je dis, chaque État a sa particularité et à l'interne, il se peut qu'en fonction de la gestion d'un acteur politique, les populations peuvent être amenées de bonne foi, je le dis, parce que souvent, généralement, ce qui est donné de constater et qui brise, qui crise, comment dire même, les discussions qui nous amènent vers les conflits, c'est quand le dirigeant refuse de partir parce qu'il estime encore qu'il a encore à donner. Mais il peut arriver que le peuple, au regard de la gestion, réclame. Et là, dans l'ordre interne, les mécanismes peuvent être trouvés. En fait, c'est cette nuance-là que je voudrais nous allons. Non, permettez juste une seconde. Permettez juste une seconde. Voilà. Bon, ok. D'accord. C'est bon. Non, c'est bon. On a dit, c'est tout la tour. Donc. Vous voyez que déjà ici, vous n'êtes pas d'accord qu'on bouffe un tout petit peu de votre temps, vous voyez, non? Allez-y, c'est ça, quoi. Non, je me dis d'abord, premièrement, qu'à l'état actuel des choses, je me demande si la CEDEAO véritablement a besoin de réformes, ou peut-être a besoin de réformes. Et ça m'amène à dire que la proposition du président ghanéen va prospérer difficilement. Parce que déjà, il faut commencer par respecter l'existant. Lorsque vous n'êtes pas capable de respecter l'existant, je dis, quelle que soit la nature des réformes que vous allez faire, ça va toujours se voir plomber. Avec cette notion fondamentale, là au plan africain, même au niveau international, c'est une question de souveraineté des États. Seulement, lorsque vous allez à un traité international ou régional comme dans
dans notre cas, comme l'a dit tantôt M. Victor, c'est que vous délaissez une part de cette souveraineté-là pour vous conformer à ce que vous avez décidé ensemble. À partir de ce moment-là, un État responsable ne peut plus invoquer, d'accord, sa souveraineté pour aller à l'encontre, d'accord, de ces mécanismes mis en place et dont l'État a contribué. À défaut, l'État prend en lui la responsabilité de quitter l'organisation. Moi, j'aurais été même beaucoup plus pour ça. Sur la question du prolongement des mandats, je dirais que ça ne peut pas prospérer parce que ça va dépendre de chaque pays. Moi, je dis, je n'ai pas particulièrement d'abord un problème avec le nombre de mandats ou la limitation de mandats, mais particulièrement avec ce sur quoi, d'accord, les populations ou bien un peuple s'entend. Si on peut déjà respecter ce sur quoi on s'est entendu, ce il y a les meilleurs. Les mécanismes dont on parle le truc là, pour dire le peuple s'exprime, laissez le peuple en dehors de ces facteurs-là. Parce que, excusez-moi, prenez un cas où peut-être un président de la République a la majorité au Parlement. Il va soulever quelques personnes de gauche à droite, du nord au sud. Il va dire, bon, le peuple me demande un 4e, un 5e mandat, va saisir le Parlement se reconstitue en qualité de pouvoir constituant. Et j'aurais même dit peut-être, est-ce qu'il ne faudrait pas rendre peut-être le référendum obligatoire, encore que sur les questions électorales au plan africain, il y a toujours matière à parler. Donc, la question reste difficile. C'est pourquoi je dis, les meilleures armes par rapport à la question de limitation de mandat, c'est au plan interne qu'il faut trouver ça. Pour déterminer ensemble, d'accord, comment nous voulons fonctionner et avoir des institutions aussi fortes pour contrer toutes les velléités qu'un individu ou un groupe d'individus peut avoir. Et là, c'est aussi une question de qualité d'homme. C'est-à-dire la qualité, il y a les institutions, mais les institutions ne sont fortes qu'au regard de la qualité des hommes qui les animent. Et donc, tant que nous n'aurons pas épousé une philosophie de mettre l'État, d'accord, au-delà de notre propre personne, au-delà des influences dont nous pouvons être victimes, il serait difficile de pouvoir laisser au plan interne pour aller chercher des solutions au plan régional. Ce serait fondamentalement, je dis, d'être la CEDEAO, je ne sais pas, le Bénin aussi a fait des propositions, mais jusque-là, l'autre chose est qu'on n'a pas eu le contenu de ces propositions. Et je suis quelque peu gêné d'avoir ce retour par rapport au président Gagné de sa proposition. Et je n'ai pas pu avoir, quand bien on a communiqué sur ce que le Bénin a fait des propositions. Jusque-là, on n'a pas le contenu de ces propositions. Parce qu'on dit, le Bénin aussi est dans cette position. Non, on ne sait pas. Un ami togolais m'a posé la question de la faculté, m'a posé la question dernière fois, que votre pays a fait des... Quelles sont les propositions que vous avez faites? Il dit, mais je ne sais pas. Je ne sais pas, et c'est aussi un problème. Et donc, parce que cette solution, je pense que cette solution, quelle que soit la proposition, cette proposition doit faire l'objet de débat. Comme nous sommes en train de discuter la proposition de Nana Akufo tout à l'heure, nous devons être en même temps en mesure de dire, voilà ce que le Bénin propose, quelles sont les faisabilités, est-ce que c'est la meilleure position pour pouvoir nous-mêmes nous défendre en face de nos frères d'autres pays, et ainsi de suite. Sur la question de mandat ou autre là, il faut régler la question au plan interne, avoir des institutions qui sont au-dessus des hommes et avoir des hommes de qualité qui puissent les animer. Sans ça, nous allons tourner autour. Quelqu'un peut faire 2, 3, 4 mandats si ça lui permet, d'assouvir ses ambitions. Ça lui permet de marcher sur des cadavres comme certaines personnes le disent. Bon, c'est malheureux. Donc l'essentiel, c'est que nous fassions ce sur quoi nous sommes entendus. Oui, ce que je vais dire, comme Julio, je ne suis pas ataviquement attaché à l'imitation de mandat. C'est une affaire de règles du jeu. Parce que beaucoup de pays africains comme le mien souhaiteraient par exemple qu'un Merkel vienne nous diriger quand le président Talon serait parti. Il a fait 15 ans quand même. Donc personne ne trouve rien à redire. 16 ans, pratiquement 16 ans. Personne ne trouve rien, il n'y a pas de limitation de mandat. Donc je pense déjà que ce que le président Ghanéen a dit n'est pas forcément... C'est une question, il répondait à une question sur une radio de la place. Donc on n'en est pas encore arrivé à une proposition formelle, ainsi de suite. Mais il dit tout de suite sa position. Je pense que le consultant politique l'avait évoqué sur ce plateau. Je pense qu'une règle toute simple. Déjà, je ne pense pas que cette proposition va prospérer parce que les pays sont jaloux de leur souveraineté. Peut-être que demain ici on décidera, dans quelques années, on verra sauter le verrou de la limitation des mandats. Chacun décide ce qu'il a envie de faire. Maintenant, je suis pour qu'une fois que vous l'avez décidé, que vous l'expérimentiez,
pendant un certain temps. Et peut-être que la proposition qui serait intéressante, et ça a été évoqué par le consultant politique quand on parlait de ce sujet des propositions du Bénin, et c'est qu'à ce niveau des mandats, que quand bien même, parce qu'on ne peut pas corseter, mettre un corsage de force, une camisole de force aux constitutions de nos pays, parce que c'est quelque chose qui vit, qui doit évoluer. Les amendements devraient devenir normalement naturels dans nos pays. Il faudrait qu'au niveau des mandats, on peut introduire une règle toute simple. Si c'est pendant votre mandat que vous décidez, parce que vous avez une majorité qui peut vous permettre de le faire, de toucher à la règle des mandats, que vous n'en soyez pas le bénéficiaire. C'est aussi simple que ça. Tant que vous n'êtes pas le bénéficiaire, parce que ce qui cristallise un peu les choses, c'est que c'est le monsieur qui se taille une porte de sortie et en bénéficie. Déjà, sur cette proposition-là qui a été évoquée sur ce plateau, déjà si on peut le faire, ça va faire redescendre la température, parce que je ne suis pas pour qu'on dise, voilà, la Constitution, c'est 2 mandats, et puis non, ça n'a aucun sens, parce que personne ne peut démontrer que la limitation de mandat est une vertu supérieure à la non-limitation. Ça correspondait à une situation conjoncturelle. Nous sommes dans une sorte d'apprentissage, mais c'est à chaque pays de choisir son modèle, et si on met ce verrou, ça pourra faciliter les choses. Vous savez que pour tel amendement, tel type d'amendement, vous n'en serez pas le bénéficiaire, et que le jeu sera ouvert pour une autre personne. Ça peut être de votre majorité ou ailleurs. Je pense que ça peut résoudre. À retenir que ça sera, de toute façon, ça ne sera pas tâche aisée pour le président Gagné lui-même, certainement. Il le sait en son fort intérieur que, ce chantier-là ne va pas prospérer. Mais il faut en parler quand même. Surtout qu'il a précisé qu'il ne le dit pas en tant que président en exercice de la CEDEAO. Oui, parce qu'il sait très bien que politiquement, c'est assez sensible. Politiquement ou du point de vue diplomatique, c'est assez sensible. C'est ça. Merci à vous, François-Xavier Noumon. Merci à vous, Delphin Gangana, pour ces moments d'échange passés. Victor Bocor, merci également, Julio Tometti. Merci. Nous allons nous mettre un terme. Ça se discute de ce soir.